Enlève cette poubelle, ou sors de mon tribunal. Combien de temps encore vas-tu déshonorer la famille Vance? Ce sont les mots que mon beau-père, le juge Arthur Vance, a hurlé, alors qu'il m'humiliait devant tout un tribunal. À la table de l'accusation, ma demi-sœur couvrait sa bouche d'un sourire narquois, savourant chaque seconde de ma disgrâce publique. Je me tenais silencieuse à la barre des témoins. Je portais toujours la veste tactique tachée de sang, que j'avais gardée après 36 heures consécutives de chirurgie d'urgence. Avec une cruauté impitoyable, il m'a ordonné de m'en dépouiller. Déterminé à m'enlever la dernière once de dignité, qu'il restait à sa belle-fille. Lentement, j'ai approché ma main couverte de cicatrices de la fermeture éclair. Toute ma famille me regardait avec satisfaction, convaincue de m'avoir enfin brisé. Mais mon arrogant beau-père n'avait aucune idée, que ces insultes venaient de résonner dans le couloir du palais de justice. Un général des opérations spéciales 4 étoiles, s'est figé à l'instant même où il a entendu mon indicatif. La seconde suivante, les immenses portes en chêne de la salle d'audience étaient grandes ouvertes à coups de pied. Avant que je ne vous montre comment le pouvoir de pacotille de cette famille a volé en éclats, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne, si vous pensez vous aussi, que parfois, les personnes les plus cruelles de nos vies sont celles qui partagent notre sang. L'écho de la voix d'Arthur s'est fracassé contre les murs lambrissés de la salle d'audience 7B. Puis, un silence de mort. Le genre de silence lourd et suffocant, qui tombe juste avant une embuscade en territoire hostile. L'air dans la pièce avait un goût rance. Chargé de l'odeur du vernis à bois industriel au citron, et de l'eau de Cologne hors de prix dans laquelle Arthur se baignait littéralement. Je n'ai pas bronché. La mémoire musculaire a pris le relais, avant même que mon cerveau n'ait complètement traité l'insulte. Pieds écartés de la largeur des épaules. Ceinture abdominale contractée. Centre de gravité fermement ancré, contre le plancher verni de la barre des témoins. J'ai serré les mâchoires, écrasant mes molaires les unes contre les autres. Je n'allais pas lui montrer la moindre once de peur. S'il voulait une petite victime fragile qui pleure et supplie pour avoir leur approbation, il s'était trompé de fille. Mes yeux ont remonté vers le banc du juge. Arthur s'est penché en arrière dans son grand fauteuil en cuir, croisant délibérément une jambe sur l'autre. Il a levé la main avec désinvolture, lissant un faux pli microscopique sur sa robe de juge noire, avant de réajuster sa cravate en soie brillante. Cet homme était un panneau publicitaire ambulant pour l'autorité de façade. Une coquille parfaitement repassée, construite pour dissimuler le patriarcat pourri et étouffant, qui empestait l'arbre généalogique des Vance. Il me regardait de haut, comme si j'étais un chien errant qui ramenait de la boue mouillée sur ses tapis importés. Pour Arthur, et pour le reste de son cercle d'élite de country club, mon métier était une vaste blague. Recoudre des corps déchiquetés. Extraire des balles de gamins des gangs à 3 heures du matin. Gérer la réalité brute et désordonnée qu'implique le fait de maintenir des gens en vie. Tout cela, c'était des déchets de bas étage. Ce n'était pas de la paperasse bien propre. Ça ne venait pas avec des stock options, ou des abonnements au terrain de golf. Pour lui, mon service militaire et mon diplôme de médecine, n'étaient qu'une énorme et sale source d'embarras. À la table de l'accusation, Evelyne a changé d'appui. Elle s'est adossée à sa chaise en acajou. Ses doigts manucurés pianotaient un rythme lent et arrogant sur la table. Tape, tape, tape. L'énorme diamant de sa bague de fiançailles, accrochait la lueur crue des néons du plafond. Elle portait un blazer blanc sur mesure, qui coûtait probablement plus cher que le salaire mensuel d'un flic débutant. Evelyne m'a lancé un regard, qui m'a retourné l'estomac. Un petit cocktail répugnant, fait de dégoût absolu et de fausse pitié. Elle s'est penchée, pour chuchoter quelque chose à l'oreille de l'inspecteur Paul Grimm, assis juste à côté d'elle. Ce flic corrompu a eu un petit rire gras, un son humide et sourd, qui portait à peine au-dessus du bourdonnement de la climatisation centrale. Il a passé une main sur sa barbe de 3 jours. Son costume bon marché se froissait, alors qu'il se penchait plus près de ma demi-sœur. Tous les deux ont eu un sourire en coin. Leurs yeux rivés sur moi. Dans leur esprit, j'étais déjà un rat pris au piège. Une vétérane brisée, qui avait perdu la tête, et ramené ses haillons sales et tachés de sang, dans leur temple immaculé de la loi. Ils possédaient cette pièce. Ils possédaient le juge. Ils pensaient que tout le jeu était truqué en leur faveur. J'ai détourné mon regard de ces ordures, pour observer la table de la défense. Elias Thorne était assis là. Un ancien rangé de l'armée. Le fantôme d'un homme,
qui en savait plus sur le véritable honneur que tous les autres réunis dans cette pièce. De lourdes menottes en acier massif enchaînaient ses poignets imposants aux accoudoirs de la chaise en bois. On pouvait voir les marques rouges à vif sur sa peau, là où le métal cisaillait ses os depuis des heures. À chaque fois qu'il changeait d'appui, les chaînes cliquetaient. Un grattement métallique strident, dans le silence de mort de la pièce. Ses yeux étaient injectés de sang. Bordés par les poches profondes et meurtries d'un homme, qui n'avait pas dormi depuis des jours. Quand il a vu Arthur me hurler dessus. Quand il m'a vu prendre les coups à sa place, simplement en me tenant là. Elias a secoué discrètement la tête. Sa mâchoire était si serrée, qu'une grosse veine bleue palpitait sur sa tempe. Il n'a pas eu besoin de dire un mot. Je savais exactement ce qu'il transmettait à travers la pièce. Ne le fais pas, Valkyrie. N'accepte pas ces abus de ta propre famille. Laisse tomber. Il était prêt à plonger. Il était prêt à aller dans un pénitencier d'État, pour un crime qu'il n'avait pas commis. Juste pour m'épargner l'humiliation publique, de m'opposer à mon propre beau-père. Le sacrifice pur et silencieux de ce ranger, c'était comme jeter de l'essence sur un bloc de glace. La froide colère tapie dans ma poitrine, s'est cristallisée. Elle est devenue quelque chose de tranchant, calculé, et mortel. Bang! Arthur a abattu violemment son marteau en bois. Le claquement sec a fait sursauter la moitié de la salle. La climatisation centrale crachait un air glacial par les bouches d'aération au plafond, mais la pièce donnait l'impression de se vider rapidement de son oxygène. J'ai dit, enlève ça, a aboyé Arthur. Il s'est penché loin par-dessus son banc, son visage virant à un rouge furieux et hideux. C'est une cour de justice, pas une tente de triage dans une ruelle. Tu feras preuve de respect dans ma maison. Il voulait que je sois dépouillé. Il voulait que la brebis galeuse de la famille soit exposée, neutralisée, et humiliée devant une salle pleine d'inconnus, de journalistes locaux, et de politiciens riches dont il dépendait financièrement. Il voulait rappeler à tout le monde qu'il était le roi. Et que je n'étais que la boue sous ses mocassins en cuir brillant. J'ai baissé les yeux. J'ai regardé la tache sombre, d'un brun rouillé, incrustée dans le tissu de camouflage de ma veste tactique. Du sang. Pas le mien. Lentement, délibérément, j'ai levé ma main gauche. La peau sur le dos de ma main était une carte permanente de cicatrices de brûlures en relief, et de profonds cratères de shrapnel. Mon index et mon pouce ont trouvé le métal dur et froid de la fermeture éclair, juste au niveau de ma clavicule. Je l'ai pincé fermement, sentant l'acier froid mordre dans les callosités épaisses de mes doigts. Mon pouls ne s'est pas accéléré. Ma respiration est restée parfaitement régulière. Pour comprendre exactement le prix de ce sang, et pourquoi je préférais mourir plutôt que d'enlever cette veste. Il faut revenir 36 heures en arrière. 36 heures avant qu'Arthur Vance ne m'ordonne de me déshabiller dans son tribunal, je ne me tenais pas dans un sanctuaire aux boiseries de chêne immaculées. J'étais agenouillé, dans le genre de réalité moche et violente, qu'il payait cher pour ignorer. Salle de traumatologie numéro 4, hôpital général du comté de San Diego. Pas de bois verni ou de chaises en cuir moelleux ici. Juste du linoléum blanc et austère, glissant à cause des fluides corporels, et l'éclat aveuglant des lampes chirurgicales. L'air dans la pièce était lourd. Il sentait le fer brut, la sueur froide, et l'alcool isopropylique bon marché. Un gamin de 20 ans, gisait sanglé sur la table en acier. Une querelle de gang dans les quartiers sud, l'avait laissé avec un poumon perforé, et une cage thoracique fracassée. Sa respiration était un râle humide et saccadé, qui résonnait contre les murs carrelés. Dégagez la ligne, ai-je aboyé. Ma voix a tranché à travers le chaos des infirmières et des internes. Je n'ai pas hurlé. Je ne hurle jamais. La panique tue la patience. Je me suis penché au-dessus de la table. Mon sous-vêtement, trempé de sueur, collait à ma colonne vertébrale. J'ai agrippé le plastique épais du drain thoracique. J'ai assuré mes appuis, et j'ai tiré. La pression interne s'est libérée, avec un bruit de succion lourd et écœurant. Du sang artériel sombre a jailli vers le haut, en un arc de cercle soudain. Il a éclaboussé durement le côté droit de ma poitrine. Il a instantanément imbibé ma tenue de bloc, et a coulé le long de ma manche. Je n'ai pas bronché. J'ai attrapé une pile de compresses épaisses, j'ai tassé la plaie béante, et j'ai maintenu la pression à 2 mains. Le moniteur cardiaque, près de mon oreille, a émis un avertissement aigu et rapide. Puis, lentement, le rythme s'est stabilisé.
La ligne plate s'est éloignée. Nous l'avions ramenée in extremis. J'ai reculé d'un pas, et j'ai retiré mes gants en latex. Le caoutchouc a claqué sèchement contre mon poignet, laissant des marques rouges irritées. J'ai jeté ce tas sanglant dans la poubelle des risques biologiques. C'était ça, ma vie. Je réparais les déchets déchirés et saignants de la ville. Le genre de personne que mon beau-père enjamberait, en allant à un brunch dans son country club, sans perdre une seule seconde de sommeil. Pour la famille Vance, ce travail n'était pas héroïque. C'était l'insulte suprême. Ils n'ont jamais vu les vies que j'ai arrachées à la tombe. Ils n'ont vu que la saleté sous mes ongles. Je me suis souvenu, me tenant dans le grand hall du domaine à 2 millions d'euros d'Arthur, il y a 3 ans. Juste après mon dernier déploiement. Mes lourdes bottes de combat avaient laissé quelques légères traces de boue séchée sur le tapis persan importé. Ma mère se tenait en haut du grand escalier, tenant un verre en cristal de chardonnay. Elle a baissé les yeux vers mon uniforme. Sa lèvre supérieure retroussée, par un dégoût pur et non filtré. « Ne peux-tu pas trouver un travail respectable, Nicole ?» Sa voix était fluette, dégoulinante de cette fausse déception de la haute société. Quelque chose de propre. Evelyne vient d'obtenir sa promotion, au bureau du procureur. Toi, tu ressembles à un vulgaire ouvrier journalier. Je n'avais rien dit. J'avais simplement regardé à travers les baies vitrées. J'avais fixé la Mercedes flambant neuve, garée dans l'allée. La voiture d'Evelyne. Achetée et payée, grâce à une faille dans un trust bancaire conjoint. Une faille, qui siphonnait légalement ma prime de risque militaire. Ils avaient pris l'argent de mes combats. Celui gagné dans le désert, entouré de tirs. Pour acheter une berline de luxe, à l'enfant chéri de la famille. Pendant ce temps, ma véritable carrière était traitée comme un vilain secret de famille. Un embarras de la classe ouvrière, qu'ils devaient justifier lors de leur dîner mondain. 11h47. Les portes des urgences ont enfin arrêté de tourner. Ma garde était terminée. Je suis entré dans le vestiaire du personnel. Le sol en béton irradiait un froid glacial, qui traversait les semelles fines de mes chaussures d'hôpital. Chaque muscle de mon dos me brûlait. Une douleur sourde et tenace, installée jusque dans l'os. Je me suis tenu devant le casier 42. La porte en métal bon marché a poussé un grincement aigu et rouillé, quand je l'ai ouverte d'un coup sec. J'ai plongé la main à l'intérieur, et j'ai attrapé ma veste. Verte olive, en toile tactique épaisse. Elle sentait la vieille pluie, l'huile pour arme, et la poussière du désert. J'ai glissé mes bras dans les manches raides, sentant le poids familier se poser sur mes épaules. J'ai passé ma main gauche, passant mon pouce sur l'épaulette droite. Là, fermement accroché à une bande de velcro usée et effilochée, se trouvait un unique écusson. Des fils noirs, brodés sur un fond sombre. Valkyrie 9. Ce n'était pas juste un vêtement pour se protéger du froid. C'était une armure. À chaque fois que je la mettais, elle bloquait le bruit étouffant et pathétique de ma famille. Elle me rappelait que là-bas, dans le monde réel, je n'étais ni un échec, ni une déception. J'étais celle pour qui les gens priaient, quand le ciel leur tombait sur la tête. J'ai attrapé mon sac de sport en toile. J'avais besoin d'une douche brûlante. J'avais besoin de frotter le sang séché de ma poitrine. De laver l'odeur de l'hôpital de mes cheveux. Et d'enfiler un costume rigide et inconfortable, pour jouer à leur petit jeu juridique au tribunal. Puis, mon téléphone a vibré fortement, contre le banc en métal froid. L'écran a illuminé le vestiaire sombre. Un SMS de David Ross, le commis d'office que j'avais pratiquement imposé sur l'affaire. La sélection du jury est bouclée. Grimm et Evelyne le font plier dans la cellule de détention. Elias va accepter l'accord de plaider coupable. Viens ici tout de suite. J'ai fixé les lettres blanches lumineuses. L'air a complètement déserté mes poumons. Elias abandonnait. Le ranger de l'armée, têtu et silencieux. Celui qui ne reculait jamais devant un combat. Il était sur le point de laisser un juge corrompu et une procureure pourri gâtée, détruire sa vie. Il allait plaider coupable pour un crime de sang qu'il n'avait pas commis. Tout cela, juste pour qu'Evelyne puisse augmenter son taux de condamnation. Et qu'Arthur puisse s'assurer les dons politiques, de la famille Sterling. J'ai baissé les yeux sur la tache sombre et humide, qui imbibait le tissu camouflage sur mon cœur. Il n'y avait plus le temps pour une douche. Plus le temps de jouer à la poupée,
et de faire semblant de faire partie du monde immaculé de la famille Vance. J'ai fourré le téléphone dans ma poche. J'ai attrapé les clés de mon camion. Les bords métalliques dentelés m'ont mordu douloureusement la paume. Je suis sorti du vestiaire, les épaisses semelles en caoutchouc de mes bottes, claquant lourdement contre le linoléum. Il croyait qu'Elias était tout seul. Il croyait pouvoir broyer un vétéran décoré derrière des portes closes, et que tout le monde s'en ficherait. J'ai poussé les lourdes doubles portes vitrées, et je suis sorti sous le soleil aveuglant de San Diego. Je préférais laisser ma famille me mettre en pièces, morceau par morceau, en audience publique. Plutôt que d'abandonner le seul homme qui a un jour regardé mes cicatrices, et y a vu un être humain. J'ai enclenché la vitesse de mon camion. J'ai serré le volant, et j'ai écrasé l'accélérateur. 8 mois plus tôt, je me cachais à la vue de tous. Le centre des anciens combattants du coin n'était pas un endroit où l'on allait pour se sentir mieux. C'était un parc d'attente pour fantômes. L'air de la salle de détente sentait toujours la vieille cire pour sol, et le café filtre bon marché, laissé beaucoup trop longtemps sur la plaque chauffante. Le ventilateur de plafond au-dessus de nous vacillait sur son axe. Il cliquetait à chaque rotation. Clic, clac, clic, clac. On aurait dit un percuteur défectueux. J'étais assise dans le coin du fond. Je portais un tour de cou de bénévole orange fluo, par-dessus mon sweat à capuche gris uni. C'était un bouclier. S'il croyait que je n'étais qu'une civile de plus, poussant un chariot de beignets rassis. Alors il ne regardait pas de trop près les tissus cicatriciels tordus et boursouflés, qui rampaient sur mon bras gauche. Il ne posait pas de questions. Je n'avais pas à mentir. Je me contentais de verser le café, et de nettoyer les tables pliantes bon marché. C'est là que j'ai vu Elias Thorne pour la première fois. Il était assis 3 rangées face à moi. Ancien rangé de l'armée. Il portait une chemise en flanelle délavée, et de lourdes bottes de travail qui avaient vu des kilomètres de mauvaise route. Il ne parlait pas aux conseillers. Il ne regardait pas les brochures empilées près de la porte. Il restait juste là, les bras croisés sur la poitrine, à fixer le mur vide. Il portait en lui ce silence lourd et suffocant, que l'on ne voit que chez les types qui ont fermé la fermeture éclair de trop de sacs mortuaires. C'est une gravité bien spécifique. Ça ne s'invente pas. Nous ne nous sommes pas parlé. Nous n'en avions pas besoin. Les vrais se reconnaissent entre eux. Nous savions tous les deux comment scanner une pièce pour trouver les sorties. Nous gardions tous les deux le dos au mur. Vers 16 heures, le soleil californien est passé derrière les bâtiments en béton, à l'extérieur. L'ancien système de chauffage du centre a rendu l'âme, et la température de la pièce a chuté. Le froid s'est infiltré par les fines fenêtres vitrées, jusque dans mes os. C'est alors que le feu s'est déclaré. Il frappait toujours sans prévenir. Les éclats d'obus de l'engin explosif improvisé, EI, avaient déchiqueté le nerf médian de mon poignet gauche. Lorsque la température baissait, les terminaisons nerveuses endommagées s'affolaient. C'était comme si quelqu'un enfonçait un clou rouillé à travers mon articulation, et le tordait violemment. J'ai serré les dents. Ma respiration s'est bloquée. J'ai attrapé mon poignet gauche avec ma main droite. J'ai serré l'articulation à m'en briser les os, pour étouffer les signaux de douleur. Je me suis recroquevillé sur ma chaise en plastique, fixant le linoléum éraflé du sol à m'y faire un trou. Une sueur froide a perlé sur ma nuque. Si j'avais été assise dans le salon de la famille Vance, à ce moment précis, je savais exactement ce qui se serait passé. Evelyne aurait levé les yeux de son téléphone, levé les yeux au ciel, et poussé un long soupir théâtral. « Tu fais ça exprès, Nicole » aurait-elle ricané, sa voix dégoulinante de venin. « Sérieusement, il faut toujours que tu ramènes tout à toi. Arrête de simuler pour attirer l'attention. Tu te ridiculises. » Ma mère aurait siroté son vin blanc hors de prix, et détourné le regard. Honteuse que sa fille ne soit pas parfaite. Arthur m'aurait dit d'aller dans une autre pièce, parce que mes grimaces gâchaient sa soirée. Dans cette maison, ma douleur physique était un désagrément. Mes cicatrices de combat, une horreur pour les yeux. J'étais un outil cassé, qu'il voulait rejeter dans la boîte à outils. J'étais censé souffrir en silence, pour ne pas ruiner leur esthétique de country club. Mais ici, au centre pour vétérans, les gens m'ignoraient tout simplement. Tout le monde avait ses propres démons. Personne n'avait l'énergie de se soucier des miens. Puis, je les ai entendus. Des pas lourds et délibérés, traversant la pièce. Je me suis préparé.
Je m'attendais à voir un conseiller avec un porte-bloc et un faux sourire. Qui viendrait me demander si j'avais besoin de faire des exercices de respiration profonde. J'ai resserré ma prise sur mon poignet, prête à lui dire d'aller se faire voir. Je n'ai pas levé les yeux. Les pas se sont arrêtés juste à côté de ma chaise. C'était Elias. Il n'a pas sorti une platitude pathétique et vide de sens. Il n'a pas regardé ma main mutilée avec ce mélange écœurant d'horreur et de pitié, que les civils ont toujours dans les yeux. Il ne m'a pas demandé si j'allais bien. Il savait pertinemment que non. Elias a plongé la main dans la glacière en plastique bon marché, posée sur la table à côté de nous. J'ai entendu le craquement rugueux de la glace. Il en a sorti une bouteille d'eau en plastique générique. De la condensation coulait sur les côtés, laissant une trace humide sur le sol. Il a saisi la bouteille avec sa main massive et calleuse, a dévissé le bouchon en plastique, et l'a jeté à la poubelle. Un bruit sec et définitif. Puis, il s'est accroupi. Sans dire un seul mot, il a tendu la main. Il n'a pas attrapé mon bras. Il n'a pas essayé de me tenir la main, ou de m'offrir un faux réconfort. Il a simplement pressé le plastique glacé et suintant de la bouteille d'eau, directement contre la peau enflammée et lancinante de mon poignet gauche. Le choc du froid glacial a été instantané. Il a mordu profondément dans les tissus endommagés. Il a forcé les nerfs défaillants à la soumission. L'agonie brûlante dans mon articulation s'est atténuée, devenant une douleur sourde et gérable. Les muscles de mon cou se sont enfin détendus. J'ai levé les yeux. Ma poitrine se soulevait. J'ai croisé son regard. Ses yeux étaient sombres, fatigués, et totalement dénués de jugement. Il a maintenu la bouteille là pendant 10 longues secondes, comptant les battements, laissant le froid faire son travail. Puis, il s'est levé, a laissé la bouteille d'eau froide sur mes genoux, s'est retourné, et est sorti par les portes vitrées, en direction du parking. Il ne s'est pas retourné. Il ne voulait pas de remerciements. Il ne voulait pas de médaille. Je suis resté assise dans cette pièce silencieuse, serrant ce morceau de plastique glacé et bon marché. Le froid s'est infiltré dans ma peau, engourdissant la douleur physique. Mais ça a fait autre chose, aussi. Ça a apaisé l'épuisement à vif et saignant, à l'intérieur de ma poitrine. En 10 secondes, un parfait inconnu m'avait offert plus de dignité et de compréhension, que les personnes partageant mon sang ne m'en avaient donné de toute ma vie. Elias Thorne a vu mes parlers débrisés, et il n'a pas reculé. Il ne m'a pas appelé un fardeau. Il m'a simplement donné exactement ce dont j'avais besoin, pour survivre à l'instant présent. Il était de ma race. Il était mon sang bien plus que les sociopathes, assis à la table du dîner de ma mère. Un type comme ça ne demande pas d'aide. Un type comme ça prend les coups, pour les personnes qu'il protège. Et il y a exactement 3 semaines, dans une ruelle crasseuse derrière un magasin de spiritueux. Elias Thorne a pris un coup, que ma famille a décidé de transformer en peine de prison à vie. 3 semaines plus tôt. 23h42. Une ruelle sans issue et crasseuse, derrière un magasin d'alcool sur la 4e rue. L'air était lourd. Il sentait la bière éventée, le jus de poubelle pourri, et l'asphalte mouillé. Une enseigne au néon cassé bourdonnait au-dessus d'eux, projetant une lueur rouge maladive sur le trottoir. Sarah Jenkins avait 24 ans. Elle venait juste de sortir les poubelles, après son service payé au salaire minimum. Julian Sterling avait 25 ans. C'était un pourri, avec un fonds en fidéicommis. Mais aussi une grave addiction à la cocaïne, et un complexe de Dieu. Julian a plaqué Sarah contre le mur de briques. Il a pressé un couteau pliant de 10 cm, fermement contre sa gorge. L'acier froid s'est enfoncé profondément dans sa peau. Elle a hurlé. Un cri brut et terrifié, qui a percé le bruit de la ville. Elias l'a entendu. Il rentrait chez lui. Les instincts de rangée ne s'évanouissent pas, juste avec un papier de démobilisation. Il s'est enfoncé dans la ruelle sombre. Rapide, silencieux, sans hésitation, sans cri d'avertissement. Il a attrapé le poignet droit de Julian, et l'a tordu violemment. L'os radial a cédé sous la pression soudaine. Un craquement fort et humide a résonné contre les murs de briques. Julian a hurlé, ses doigts devenant inertes. Le couteau a touché le sol avec un cliquetis métallique. Avant même que le fils à papa n'ait pu assimiler la douleur. Elias a envoyé son lourd poing, droit dans la mâchoire de Julian. L'os s'est brisé en 1000 morceaux.
Le bruit ressemblait à celui d'une lourde botte de travail marchant sur du verre. Julien est tombé sur l'asphalte mouillé. Il a eu des convulsions. Des fragments d'os et du sang épais ont instantanément bloqué ses voies respiratoires. Son visage a pris une teinte violacée maladive. Il se noyait sur la terre ferme. Elias n'est pas parti. Il n'a pas laissé cette ordure mourir. Il s'est mis à genoux. Il a sorti un stylo à billes en plastique bon marché de sa veste. Et l'a enfoncé droit dans la trachée de Julien. Il a forcé les voies respiratoires à s'ouvrir, maintenant la tête du type immobile dans la poussière, jusqu'à ce que les sirènes retentissent. Il a sauvé la vie du voyou qui venait d'essayer de massacrer une fille. 2 heures plus tard, hôpital général du comté de San Diego. Je me tenais dans l'ombre du placard à fournitures, près de la salle de traumatologie 3. Mon dos plaqué contre le mur de plâtre froid. Ma respiration était lente, invisible. D'habitude, l'odeur stérile de javel et d'iode régnait dans ce couloir. Pas ce soir. Ce soir, la puanteur lourde et suffocante d'un cigare Cohiba flottait dans l'air. Richard Sterling, milliardaire de l'immobilier, l'homme qui possédait la moitié du conseil municipal. Il portait un costume en laine anthracite sur mesure, qui coûtait plus cher que le salaire annuel d'un interne. Il se tenait près des distributeurs automatiques, l'air absolument dégoûté. Comme si le sol même de l'hôpital infectait ses chaussures en cuir hors de prix. Evelyne se tenait face à lui. Ma parfaite et ambitieuse demi-sœur, procureure adjointe. Elle a lissé les revers de son blazer blanc immaculé. Ses yeux étaient affamés. Elle traquait le milliardaire comme un requin sentant le sang dans l'eau. Mon fils n'aura pas de casier judiciaire, a dit Richard. Sa voix était grave, basse, rocailleuse, et tout à fait habituée à dicter la réalité. Il n'ira pas dans un pénitencier d'État. C'est lui la victime ici. Il a été attaqué par un fou. Evelyne a penché la tête. Elle connaissait le jeu mieux que quiconque. Il avait un couteau, Richard. Il y a un témoin. C'est compliqué. Les témoins s'embrouillent. Surtout les caissiers au salaire minimum qui ont besoin de payer leur loyer. Richard a tiré lentement sur son cigare, juste sous un panneau rouge vif, interdiction de fumer. Il a soufflé l'épaisse fumée grise vers le plafond. La campagne de réélection d'Arthur pour son poste de juge a lieu le mois prochain. C'est cher. J'ai beaucoup d'amis avec les poches très profondes, Evelyne. Des poches profondes, qui cherchent un juge fiable. La mâchoire d'Evelyne s'est crispée, l'espace d'une fraction de seconde. Puis elle a souri. Une courbe lente et avide sur ses lèvres. Elle se fichait de Sarah Jenkins, qui pleurait dans la salle d'attente. Elle se fichait de l'homme qui l'avait sauvée. Elle ne voyait que des signes de euros, et un levier politique. L'argent du sang pour lui ouvrir la voie vers l'élite. Considérez que c'est réglé, a dit Evelyne. Sa voix était de glace. L'inspecteur Paul Grimm est sorti de la cage d'escalier. Il mâchouillait un cure-dent. Sa cravate bon marché était desserrée au col. Il a adressé à Evelyne un hochement de tête lent et complice. J'ai tout vu, en plein jour. Une masterclass de corruption. Sur ordre d'Evelyne, Grimm s'est dirigé vers une déchiqueteuse, au poste de soins infirmiers, et y a introduit le rapport d'incident original. Le papier a gémi, en se transformant en confetti. Il a passé un coup de fil. Le lendemain matin, Sarah Jenkins était menacée d'expulsion, et de licenciement, si elle ouvrait la bouche. Le couteau pliant que Julien avait utilisé. Disparu. Évaporé de la chaîne de possession. Le récit a basculé du jour au lendemain. Elias Thorne n'était plus un héros. Selon l'État de Californie, c'était un vétéran de combat brisé et violent. Qui avait souffert d'un énorme épisode de syndrome de stress post-traumatique, et avait brutalement agressé un jeune homme innocent dans une ruelle. Une attaque non provoquée. Un danger pour la société. Ils ont construit une cage de mensonges, et y ont enfermé Elias. Tout ça pour garder le fils dégénéré d'un milliardaire hors de cause, et pour acheter le siège de juge de mon beau-père. Je suis resté dans le coin sombre de la salle de traumatologie. Mes mains étaient enfouies au fond des poches de ma tenue. Mes ongles s'enfonçaient durement dans mes paumes. Je ne suis pas sorti dans le couloir. Je n'ai pas hurlé après Evelyne. Je n'ai pas pleuré. Les larmes sont un gaspillage inutile d'hydratation. Pleurer ne ferait pas sortir Elias de ses menottes. Mon pouls a adopté un rythme régulier.
ma respiration a ralenti. La colère brûlante dans ma poitrine s'est transformée en glace solide. Ils traitaient le système judiciaire comme leur propre distributeur automatique. Ils croyaient qu'ils pouvaient simplement acheter et vendre des vies humaines, comme du bétail. J'ai regardé Evelyne s'éloigner, ses talons au claquant sèchement sur le linoléum du couloir. Elle avait l'air si fière, si arrogante. Elle croyait avoir nettoyé ce gâchis à la perfection. J'ai reculé, m'enfonçant plus profondément dans l'ombre de l'hôpital. Les officiers de renseignement ne font pas de crise de colère. Ils collectent des données. Ils verrouillent le périmètre. Ils attendent que l'ennemi expose son coup. Evelyne et Grimm pensaient s'être débarrassés du couteau. Ils pensaient avoir nettoyé la scène, avant que les preuves ne puissent être officiellement consignées dans le système. Mais ils ont fait une erreur massive. Fatale. Ils ont oublié qui dirigeait la salle de traumatologie, ce soir-là. Ils ont oublié qui se tenait au-dessus du corps ensanglanté de Julian Sterling. Quand les ambulanciers l'ont roulé à travers les doubles portes. Ils ne savaient pas qui avait personnellement découpé la veste ensanglantée sur le fils du milliardaire. 3 semaines plus tôt, je m'étais tenu plaqué contre le mur de plâtre froid, dans la partie sombre du couloir de l'hôpital. Juste à l'abri de la lumière crue des néons. J'avais entendu chaque mot de ce marché sordide, entre ma demi-sœur et le milliardaire de l'immobilier. Ma poitrine s'était serrée. Un goût aigre et écœurant était remonté dans ma gorge. La cupidité pure et non filtrée qui émanait d'Evelyne, suffisait à me retourner l'estomac. Elle était littéralement en train de vendre la vie d'un homme. Elias avait sauvé une fille de la boucherie dans une ruelle, et Evelyne l'emballait pour la prison. Juste pour acheter le poste de juge de son père. Mais je ne suis pas sorti dans la lumière. Je n'ai pas commencé à crier. Je n'ai pas piqué de crise. Les agents de renseignement ne piquent pas de crise quand ils tombent dans une embuscade. Ils se figent. Ils rassemblent des informations. Ils attendent dans le noir, et trouvent l'endroit exact pour y planter le couteau, plus tard. Evelyne se croyait tellement intelligente. L'inspecteur Grimm pensait être le nettoyeur ultime. Ils avaient détruit le rapport de police juste là, au poste des infirmières. Ils avaient fait peur aux témoins. Ils avaient construit un mensonge parfait, à l'épreuve des balles, pour jeter Elias en cage et laisser Julian Sterling libre comme l'air. J'ai tourné les talons, en silence. Je me suis éloigné des distributeurs, laissant derrière moi l'odeur lourde du cigare Cohiba de Richard Sterling. Je me suis dirigé directement vers la salle de décontamination de l'unité de traumatologie. Les flics corrompus comme Paul Grimm croient tous savoir des scènes de crime. Ils savent comment intimider des témoins, et faire disparaître des documents. Mais ils ne savent absolument rien des protocoles des salles d'urgence. Quand des ambulanciers poussent un corps ensanglanté à travers ces doubles portes, on ne les déshabille pas poliment. On ne plie pas leurs vêtements pour demander les instructions de nettoyage à sec. On coupe. On utilise de lourds ciseaux de traumatologie crantés. Et on arrache les vêtements directement du corps pour trouver les blessures. Tout est fourré dans un bac en plastique. C'est la procédure de base. Grimm était trop occupé à lécher les bottes de Richard Sterling dans le couloir, pour réaliser ce qui était arrivé aux vêtements de Julian. Dès la seconde où il a touché le brancard. J'ai poussé la lourde porte battante. La salle de décontamination était vide. Elle sentait l'eau de javel pure, le cuivre humide, et la vieille sueur. J'ai marché jusqu'au comptoir en acier inoxydable. Posé en plein milieu, se trouvait un bac transparent pour risque biologique, marqué du code-barre de patient de Julian Sterling. À l'intérieur, il y avait sa veste de créateur sur mesure. Tranchée largement dans le dos, imbibée de son propre sang sombre. J'ai tiré une nouvelle paire de gants en latex du distributeur mural. Je les ai enfilés. Le caoutchouc a claqué fort et sèchement contre mon poignet. Un bruit dur, agressif dans cette pièce silencieuse. J'ai plongé la main dans le bac. Le tissu de sa veste hors de prix était rigide, lourd de sang séchant. J'ai fouillé dans les poches ruinées. Vide à gauche. J'ai enfoncé ma main droite, dans la profonde poche intérieure de poitrine. Le bout de mes doigts a heurté quelque chose de dur. Du métal froid, et lourd. Je l'ai sorti et l'ai levé sous la lumière crue et bourdonnante du plafond. Un couteau pliant de 10 cm. Le manche était en acier de qualité tactique, strié pour une meilleure prise. La lame était encore repliée, mais le boîtier extérieur était barbouillé de sang épais, sombre et incrusté.
Le sang de Sarah Jenkins. Julian n'avait pas eu le temps de s'en débarrasser avant qu'Elias ne lui fracasse la mâchoire. Grimm pensait avoir effacé l'arme. L'idiot ne l'avait même jamais cherché. Mon pouls ne s'est pas emballé. Mes mains étaient d'une immobilité de mort. Un frisson profond et froid m'a envahi. L'excitation absolue de la chasse. Je tenais tout leur empire corrompu dans le creux de ma main, et ils étaient complètement aveugles. J'ai pris un sac à preuve en plastique robuste, sur l'étagère à fourniture. J'ai laissé tomber le couteau à l'intérieur. Le métal a heurté le plastique épais avec un bruit sourd. J'ai tiré fermement sur la lourde fermeture à glissière, la scellant. Je suis retourné au bureau administratif, et j'ai ouvert le tiroir du haut. J'en ai sorti le bloc-notes officiel de chaîne de possession, de l'hôpital général du comté de San Diego. Papier carbone en 3 parties. Blanc pour la police. Rose pour les dossiers médicaux. Jaune pour l'agent d'admission. J'ai attrapé un stylo noir. J'ai appuyé fort sur le papier, écrivant en lettres d'imprimerie nette. Article 1, couteau pliant, environ 4 pouces. Récupéré dans les vêtements du patient Julian Sterling. J'ai signé sur la ligne du bas. Nicole Vance, MD, chirurgienne traumatologue titulaire. J'ai attrapé le lourd tampon encreur rouge en caoutchouc sur le bureau. Je l'ai abattu sur le papier. Un bruit sourd, fort et humide. Reçu et sécurisé. Je me suis dirigé vers l'armoire à stupéfiants électroniques, boulonnée au mur de béton du fond. C'était une boîte en acier massif. J'ai tapé mon code de sécurité personnel à 6 chiffres sur le clavier. La lourde serrure magnétique a pépié. Un bip fort et aigu. L'épaisse porte en acier s'est ouverte. J'ai jeté le sac à preuve scellé à l'intérieur. J'ai claqué la porte. Le peine dormant s'est enclenché avec un lourd et satisfaisant claque. Ce couteau n'allait bouger pour personne. Le seul moyen d'entrer dans cette boîte, c'était mon empreinte digitale, mon code, ou un mandat fédéral. Laissons Grimm essayer de faire disparaître ça. Je suis retourné au bureau. J'ai arraché la copie carbone jaune du bloc-notes. Le reçu. La preuve physique de ce qui se trouvait exactement dans cette armoire. J'ai plié le papier jaune en 2. Puis je l'ai plié encore, marquant fortement les bords avec mon pouce. Je l'ai enfoncé profondément, dans la poche intérieure de poitrine de ma veste tactique vert olive. Juste sur mon cœur. J'ai tapoté une fois l'épaisse toile. Retour au présent. Salle d'audience 7B. L'odeur lourde et suffocante de l'eau de Cologne hors de prix d'Arthur, et du vernis au citron sur les bancs de bois. Le souffle froid et sec de la climatisation centrale frappant ma nuque. Ma main couturée de cicatrices était toujours levée. Mon pouce et mon index serrés fermement, autour de la fermeture éclair en métal froid, de cette exacte même veste tactique. Arthur Vance, droit sur son haut banc en bois, le visage cramoisi de fureur. Il a abattu à nouveau son lourd marteau de bois. Le son a résonné contre les murs. Il m'a hurlé d'enlever la veste. Il a appelé ça un déchet. Il voulait me dépouiller, m'exposer, m'humilier. Devant ses riches donateurs et sa petite chérie de fille. Il voulait me briser. Il n'en avait absolument aucune idée. L'arrogant imbécile fixait droit dans les yeux, sa propre condamnation à mort. Il me hurlait d'ouvrir la boîte de Pandore, qui allait réduire en cendres toute sa famille corrompue. Le lourd silence de la salle d'audience 7B a volé en éclats. Tu es sourde, a rugi Arthur. Il ne s'est même pas donné la peine de tendre la main vers son marteau en bois. Il a claqué sa paume nue et manucurée à plat, contre l'épais banc en acajou. Le claquement sec a fait écho sur le haut plafond, couvrant le bourdonnement mécanique et sourd de la climatisation centrale. Huissier, a-t-il aboyé, pointant un gros doigt tremblant droit sur ma poitrine. Montez là-haut, et arrachez cette ordure du dos du témoin, tout de suite. Elle se moque de mon tribunal. Elle insulte la dignité de cette institution. 2 agents de la sécurité du tribunal se sont détachés du mur du fond. De grands gaillards, d'anciens flics municipaux en surpoids, qui attendaient tranquillement leur retraite. Le cuir noir et rigide de leurs ceintures de service grinçait et claquait, alors qu'ils avançaient dans l'allée centrale. Le bruit de leurs lourdes bottes cognant contre le plancher, résonnait comme un conte à rebours avant l'explosion. En bas, à la table de l'accusation, Evelyne s'est réajustée sur sa chaise en cuir hors de prix. Elle a croisé les bras, appuyant son menton pointu sur ses phalanges.
Un sourire lent et écœurant s'est dessiné sur son visage. Ses yeux brillaient presque sous la lumière crue des néons. Elle vibrait d'excitation. Elle voulait ça. Elle avait attendu ce moment pendant des années. Elle voulait voir sa grande sœur immobilisée physiquement. Dépouillée, humiliée, et remise à sa place, comme un chien désobéissant. Devant la moitié de l'élite politique de la ville. L'inspecteur Grimm, assis à côté d'elle, faisait lentement rouler un cure-dent éclaté d'un côté à l'autre de sa bouche, profitant du spectacle gratuit. À la table de la défense, les lourdes chaînes en acier se sont soudainement tendues. Clac, clac, SCRRT. Elias a bondi en avant. L'épais métal rouillé de ses menottes s'est enfoncé profondément dans la peau à vif de ses poignets, alors qu'il se battait contre ses entraves. La lourde chaise en bois boulonnée au sol a gémi sous son poids massif. Il ressemblait à un animal acculé, forcé de regarder sa propre meute se faire attaquer. « Juge, vous n'avez pas le droit de faire ça », a hurlé Elias. Sa voix était éraillée. Usé par le manque de sommeil et les heures passées dans une cellule en béton. Il a essayé de se lever. De s'interposer de toute sa carrure, entre moi et les officiers qui approchaient. Mais les lourdes chaînes d'acier l'ont violemment ramené sur son siège. Sa poitrine se soulevait. Une grosse goutte de sueur a roulé sur sa tempe contusionnée. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Un homme prêt à jeter sa propre vie par la fenêtre, dans un procès truqué. Un homme prêt à pourrir dans une cellule de 2 mètres sur 2. Qui s'arrachait maintenant les poignets en lambeaux, juste pour me sauver d'un ego blessé. C'en était trop. Le dernier fil a lâché. J'ai lâché la froide fermeture éclair métallique. Je n'allais plus jouer à ça. Je n'allais plus être la bonne petite victime silencieuse pour la famille Vance. Pas aujourd'hui. Plus jamais. Mes bottes étaient solidement ancrées sur le parquet verni de la barre des témoins. J'ai abaissé mon centre de gravité d'1 centimètre. Un mouvement microscopique, juste suffisant pour charger la tension dans mes cuisses et dans ma sangle abdominale. Mon corps a complètement quitté le mode civil. Il s'est verrouillé à nouveau, en mode terrain de sable. Le sang bouillant, les nerfs complètement gelés. Les 2 huissiers sont montés sur la plateforme en bois de la barre des témoins. L'agent de tête, un type avec une épaisse moustache grise et des yeux fatigués, a tendu le bras. Ses gros doigts se sont écartés, prêts à agripper le col en toile de ma veste tactique. Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas levé les mains pour le bloquer. Je n'ai pas donné de coup de poing. J'ai juste tourné la tête lentement, et j'ai plongé mon regard dans le sien. Centré en plein milieu, pupille contre pupille. Je n'ai pas hurlé. Je n'en avais pas besoin. J'ai abaissé ma voix, la laissant tomber dans ce registre sec, sourd, définitif. Celui qui ne sort que lorsque quelqu'un est sur le point de se faire gravement blesser. Ne me touchez pas, 4 mots. Ils sont tombés de ma bouche comme des poids de plomb percutant un sol en béton. L'huissier de tête s'est figé instantanément. Sa main s'est arrêtée, à 7 centimètres de ma clavicule. C'était un homme plus âgé. Il avait probablement vu beaucoup de choses horribles dans la rue, avant de prendre ce boulot tranquille au palais de justice. Son cerveau conscient lui disait peut-être de suivre les ordres du riche juge. Mais ses tripes. Son instinct de survie brut et primitif lui hurlait de s'éloigner de la zone d'impact. Il a vu le regard totalement vide dans mes yeux. Il a vu un prédateur, parfaitement à l'aise avec la violence extrême. Il a dégluti difficilement. Il a lentement baissé la main. Il a fait un demi-pas en arrière, mettant de la distance physique entre nous. Son collègue a capté l'ambiance, et a fait exactement la même chose. Il n'était pas payé assez cher, pour saigner sur les jolis parquets du juge. En haut, sur son banc, Arthur les a vus reculer. Son visage a pris une dangereuse teinte violacée marbrée. Les veines de son cou saillaient, gonflées contre son col en soie hors de prix. Son autorité absolue était remise en question. Son contrôle total sur le souffre-douleur de la famille était en train de lui échapper. Sous les yeux de ses riches donateurs et de sa petite chérie. Il a perdu la raison. Arthur s'est penché complètement en avant, agrippant le col de son microphone de bureau, avec une force à s'en blanchir les jointures. Il ne voulait plus seulement me punir. Il voulait m'éradiquer. Si vous avez déjà eu à vous tenir seul face à une famille toxique. Si vous avez déjà eu à tracer une ligne rouge, et à refuser de les laisser vous briser. J'ai besoin que vous vous teniez avec moi, maintenant.
appuyez sur ce bouton j'aime, abonnez-vous à la chaîne. Et tapez « Je ne me briserai pas » dans les commentaires. Montrez-leur qu'ils ne peuvent pas nous écraser. Pour qui diable te prends-tu, Nicole, a hurlé Arthur. Sa voix a explosé à travers le système de sonorisation. Les haut-parleurs du plafond ont gémi, avec une explosion de grésillements laides et perçantes. Il a pointé un doigt tremblant vers mon épaule. Qu'est-ce que ce foutu écusson Valkyrie 9 est censé vouloir dire, hein? Tu penses que ce bout de tissu te rend spécial? C'est rien. C'est un jouet de guerre bon marché, pour une lamentable ratée qui n'a pas pu réussir dans le monde réel. L'écho tonitruant et amplifié de sa voix a rebondi violemment contre les murs boisés. Il s'est glissé dans les interstices des lourdes portes en chêne, au fond de la salle. Il s'est déversé dans le couloir silencieux au sol de marbre. Arthur était tellement grisé par son propre pouvoir, tellement aveuglé par sa rage de me rabaisser, qu'il n'a pas réalisé ce qu'il venait de faire. Il n'a pas seulement insulté un morceau de toile sale. Il ne m'a pas seulement insulté moi. Il a hurlé un indicatif militaire classifié à travers un haut-parleur public. Et, juste à l'extérieur de ces lourdes portes en chêne, passant complètement inaperçu, se tenait la faucheuse en personne. Le crissement métallique strident du système de sonorisation résonnait encore dans l'air. La voix d'Arthur, qualifiant mon unité de « jouet de guerre bon marché », me traitant de « lamentable raté », faisait écho dans le couloir silencieux au sol de marbre. Puis, le monde a explosé. Les doubles portes en chêne massif au fond de la salle 7B ne se sont pas simplement ouvertes. Leurs loquets en laiton ont été violemment arrachés à coups de pied. Le bois massif s'est fracassé contre les murs de plâtre, avec la force d'une bombe explosant. Le son était un craquement assourdissant et sec, de métal et de bois. La moitié des personnes dans le public ont littéralement sursauté sur leurs sièges, les têtes projetées en arrière, les coups étirés. La poussière dans l'air a semblé cesser de bouger. Un homme a franchi l'encadrement de la porte. Un M90, des épaules comme un bunker en béton armé. Des cheveux gris coupés ras. Il ne portait pas un costume de créateur sur mesure, comme les politiciens au premier rang. Il portait un uniforme de combat standard à motif de camouflage opérationnel, OCP. Le tissu était rigide, résistant, et n'avait que faire du monde civil bien poli qui l'entourait. Épinglé sur sa poitrine, accrochant la lumière crue des néons, se trouvaient les formes ternes et noires mates de 4 lourdes étoiles. Le général Marcus Osorn, commandant des opérations spéciales. L'homme qui régnait sur les ténèbres. Il est entré dans la pièce. Il ne s'est pas pressé. Il n'a pas tapé du pied, ni agité les bras. Il a remonté l'allée centrale. Avec la démarche lourde et mesurée d'un homme, habitué à commander des équipes d'assaut, pas des avocats de province. Ses bottes de combat ont heurté le parquet. Tude. 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 Le son était un rythme régulier et mécanique. C'était comme un marteau, enfonçant de gros clous de fer dans un cercueil. La climatisation centrale crachait toujours de l'air froid par les bouches d'aération, mais l'oxygène de la pièce avait complètement disparu. La pression atmosphérique a chuté si vite, que les tympans s'en sont bouchés. En bas, à la table de la défense, le cliquetis frénétique des lourdes chaînes d'acier s'est soudainement arrêté. Elias Thorne s'est figé. Le ranger de l'armée, épuisé et abattu, s'est redressé. Il a ignoré la peau à vif et en sang, autour de ses poignets. Il fixait les 4 étoiles, marchant dans l'allée. La posture d'un soldat entraîné s'est à nouveau verrouillée dans sa colonne vertébrale. Le général Osorn a ignoré le portillon en bois battant, qui séparait le public de la zone judiciaire. Il est passé à travers. Il a marché droit jusqu'à la barre des témoins. Il n'a pas regardé Arthur. Il n'a pas regardé Evelyne. Il s'est glissé proprement, entre moi et les 2 grands huissiers. Il est devenu un mur physique d'autorité fédérale. L'huissier de tête a fait un pas rapide en arrière. Sa main s'est complètement éloignée de son ceinturon de service en cuir. Son partenaire a reculé, les yeux écarquillés, se cognant contre la rambarde en bois. Osorn a lentement tourné la tête. Ses yeux étaient froids, morts comme du silex. Il a regardé les 2 gardes. Personne ne la touche, a-t-il dit. Il n'a pas hurlé. Il a abaissé sa voix. C'était du gravier et du fer pur. Elle n'a pas ricoché sur les murs, comme les hurlements pathétiques et émotionnels d'Arthur.
Elle s'est enfoncée droit à travers le plancher, et a attrapé tout le monde dans la pièce par la gorge. En haut, sur le banc, Arthur Vance a complètement perdu ses couleurs. La rougeur furieuse et arrogante s'est retirée de ses joues, laissant place à un masque de peau d'une teinte grisâtre maladive. Le lourd marteau de bois a glissé, de ses doigts moites. Il a heurté son bureau avec un bruit sourd et creux, puis a roulé sur ses genoux. Arthur a dégluti difficilement. Sa pomme d'Adam a tressauté au-dessus de sa cravate en soie hors de prix. Il a essayé de bomber le torse. Il a désespérément essayé de se rappeler qu'il était un juge dans son propre comté, entouré de ses propres gens. Excusez-moi, a balbutié Arthur. Sa voix a déraillé. Il s'est penché vers son micro, ses mains tremblant visiblement contre le bois. Vous interférez avec une procédure légale. Ceci est mon tribunal. Le général Hawthorne a lentement tourné le cou. Il a verrouillé ses yeux d'aigle, avec l'homme assis sur le banc. Vous venez d'ordonner à la sécurité locale de porter la main sur un agent de terrain habilité des forces armées des États-Unis, a dit le général. Ces mots ont tranché l'air mort, comme une lame chirurgicale. Elle possède une habilitation de sécurité fédérale de plus haut niveau. Vous essayez de la dépouiller en public, juge. Et je contournerai entièrement votre juridiction locale. Je vous traînerai hors de cette chaise, et je vous traduirai devant un tribunal militaire fédéral. Pour trahison. Voulez-vous tester cette théorie? Silence. Un silence absolu, suffocant. Personne n'a bougé. Personne n'a cligné des yeux. En bas, à la table de l'accusation, la bouche d'Evelyn était légèrement entr'ouverte. Son sourire confiant et arrogant avait complètement disparu. Le sang a quitté son visage. Ses doigts parfaitement manucurés sont devenus totalement inertes. Le stylo en argent hors de prix qu'elle tenait a glissé de sa prise. Il a heurté la table en acajou. Clic, il a roulé sur le bord et est tombé sur la moquette. Au premier rang du public, Richard Sterling était complètement figé. Le magnate de l'immobilier, milliardaire. L'homme qui achetait des chefs de police et finançait des campagnes judiciaires avec de l'argent sale. La lourde odeur de son cigare Cohiba sentait soudainement la peur. Sterling fixait les 4 étoiles sur la poitrine de Hawthorne. Sa mâchoire s'est serrée. À cette seconde exacte, le milliardaire a réalisé quelque chose de terrifiant. Tout son argent occulte, toutes ses faveurs politiques locales, toutes ses poignées de main de country club. Tout cela ne signifiait absolument rien. Ses poches profondes n'étaient que de la petite monnaie. Il jetait des pièces de centimes contre un sous-marin nucléaire. L'empire local arrogant de la famille Vance était réduit en fine poussière. Ils avaient construit un château de cartes fait de corruption locale. Et le gouvernement fédéral venait de garer un tank sur leur pelouse. Ils étaient paralysés. La pièce était à moi. J'ai regardé le visage pâle et transpirant d'Arthur. J'ai baissé les yeux vers les mains tremblantes d'Evelyn. Je n'avais pas besoin du général pour me protéger. J'avais juste besoin qu'il verrouille les portes, pour que les rats ne puissent pas fuir. J'ai levé ma main balafrée. J'ai attrapé la fermeture éclair en métal froid de ma veste tachée de sang, et je l'ai tirée vers le bas. La menace d'un tribunal militaire fédéral flottait, dans l'air glacial de la salle 7B. Arthur Vance était assis, figé sur son haut banc. Ayant l'air d'un homme, qui venait d'avaler une gorgée de verre brisé. Le milliardaire Richard Sterling était devenu une statue rigide, au premier rang du public. Le général Hawthorne n'a pas bougé d'un pouce. Il restait juste là, un mur solide d'autorité fédérale, bloquant les huissiers du tribunal. Plus personne ne m'ordonnait de faire quoi que ce soit. J'ai regardé la lourde fermeture éclair en métal, au niveau de ma clavicule. Je l'ai pincée entre mes doigts cicatrisés, et je l'ai tirée vers le bas. Screech. Le son strident des dents métalliques qui se séparent, a transpercé le silence de mort. J'ai repoussé l'épaisse toile tactique tachée de sang de mes épaules. Elle a glissé le long de mes bras. Je l'ai laissée tomber. Elle a heurté la rambarde en bois de la barre des témoins, avec un bruit sourd et étouffé. Un petit nuage de poussière sèche s'est élevé du tissu usé. En dessous, je portais une simple tenue d'hôpital à manches courtes de dotation. En coton bleu délavé. Pour la première fois depuis mon retour du « bac à sable », j'ai laissé le monde entier voir ce que ma famille appelait exactement une honte. Mes bras nus étaient entièrement exposés sous les néons blancs et crus. La peau, de mon coude gauche jusqu'à mon épaule,
était un paysage dévasté. De grosses greffes de brûlures irritées. Les tissus étaient tordus, boursouflés, et noués. Là où les chirurgiens de traumatologie avaient désespérément tenté de me reconstituer. Juste sous ma clavicule, se trouvaient 2 profonds cratères de balles, qui avaient traversé de part en part. Des trous moches, en dents de scie, définitivement enfoncés dans le muscle. Un halètement vif et collectif a aspiré le reste de l'oxygène du public. Du côté de la table de la défense, les lourdes chaînes d'acier ont cliqueté. Elias Thorne a baissé la tête. Il a pressé son front fortement contre le bord de la table en acajou. J'ai vu l'humidité toucher le bois sombre. Le ranger pleurait. Pas pour lui-même. Il pleurait pour moi. Le général Hawthorne a tourné la tête. Ses yeux froids, couleur de silex, ont parcouru le tissu cicatriciel tordu sur mes bras. Il n'a pas détourné le regard. Il ne m'a pas jeté ce regard de pitié pathétique, propre au civil. Il a changé d'appui. Ses lourdes bottes de combat ont claqué l'une contre l'autre. Clac. Il a levé la main droite. Un salut militaire rigide, sorti tout droit d'un manuel. La main parfaitement droite, le bout des doigts touchant le bord de son sourcil. Mes hommes sont rentrés à la maison grâce à vous, Valkyrie 9, a déclaré Hawthorne. Sa voix était faite de granit absolu. Tous. Ce salut a été un coup physique. Il a frappé Arthur Vance, en plein dans son visage arrogant. Le souffre-douleur de la famille. La fille qu'il traitait comme un déchet de la classe ouvrière. Se tenait dans leur tribunal immaculé. Honoré comme une légende vivante, par un général 4 étoiles. Je n'ai pas souri. J'ai adressé à Hawthorne un unique hochement de tête sec. Je me suis avancé complètement à la barre des témoins. J'ai planté mes pieds. La colonne droite, les épaules en arrière. David Ross, le défenseur public épuisé, s'est levé. Il m'a regardé, puis a regardé vers la table de l'accusation. Evelyn rapetissait presque, à l'intérieur de son blazer blanc à 2000 €. Docteur Vance, a dit Ross, en s'éclaircissant sa gorge sèche. Vous avez soigné Julian Sterling, lorsqu'il a été amené en traumatologie il y a 3 semaines. Pourriez-vous s'il vous plaît, donner à ce tribunal, votre évaluation médicale professionnelle de ses blessures? Evelyn a bondi de sa chaise. Objection, a-t-elle crié. Sa voix était perchée, presque hystérique. Elle n'est pas une experte impartiale. C'est un témoin hostile, qui invente des théories farfelues pour protéger un criminel violent. Elle a levé les yeux vers le banc. S'attendant pleinement à ce que son père abatte son marteau. Et me fasse taire, comme il l'avait toujours fait pour museler la brebis galeuse. Mais Arthur transpirait à grosses gouttes. Une grosse perle de sueur a roulé le long de sa tempe, s'imprégnant directement dans son col en soie. Il a jeté un regard terrifié au général Hawthorne, qui se tenait toujours juste à côté de la barre des témoins, les bras croisés, attendant. Arthur a dégluti difficilement. Rejeté. La voix d'Arthur s'est étranglée. Faible et tremblante. Le témoin va répondre. La bouche d'Evelyn s'est ouverte. Son propre père venait de la jeter sous les roues du bus, pour sauver sa propre peau. J'ai regardé Evelyn droit dans les yeux. De la même manière que je regarderais un cafard, ramper sur le sol stérile d'un bloc opératoire. Le patient Julian Sterling a subi de multiples fractures faciales, ai-je commencé. Ma voix était totalement plate, froide, clinique et mortelle. Mais la blessure notable était une grave fracture par compression du styloïde radial, sur son poignet droit. J'ai laissé le terme médical flotter en l'air pendant une seconde. Pour les laisser s'étouffer avec. L'anatomie ne ment pas. J'ai continué à fixer les yeux paniqués d'Evelyn. Cette fracture osseuse spécifique est un traumatisme par effet de levier forcé. Elle ne se produit pas lors d'une simple chute sur le trottoir. Elle ne se produit pas en donnant un coup de poing. Elle se produit uniquement lorsque le poignet est violemment et soudainement tordu en arrière. Alors que les doigts sont activement et fermement verrouillés, autour d'un objet solide et rigide. Le box des jurés est devenu complètement immobile. Il ne se défendait pas à main nue, ai-je dit. Mes mots tombaient comme des coups de marteau. Il tenait une arme. Un couteau. Il a refusé de le lâcher, et l'accusé lui a brisé la prise, pour sauver la vie d'une civile. Evelyn a perdu la raison.
Toute son affaire fabriquée de toutes pièces s'effondrait sous les yeux de la presse locale. Elle a abattu ses 2 mains manucurées sur la table de l'accusation, si fort que sa bague en diamant a claqué contre le bois. Des sueurs froides sont apparues sur son front, ruinant son maquillage hors de prix. Spéculation, a-t-elle hurlé. Sa voix était suraiguë, désespérée, et maniaque. Spéculation totalement infondée. La police a fouillé cette ruelle de fond en comble. L'inspecteur Grimm était sur les lieux. Aucun couteau n'a été trouvé. Aucun. Vous ne pouvez rien prouver, sans l'arme physique. Elle s'est mise à rire. Un son malade et fou. Elle misait tout sur le fait qu'elle et Grimm avaient effacé la preuve. Pas d'arme, pas de légitime défense, a-t-elle crié, pointant un doigt tremblant vers Elias. Il est coupable. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas argumenté. J'ai juste eu un sourire en coin. Un sourire de prédateur, lent et froid. J'ai tendu la main vers la rambarde en bois, où reposait ma veste de camouflage. J'ai glissé ma main balafrée, directement dans la profonde poche intérieure de poitrine. La voix perçante d'Evelyn rebondissait sur les lourds murs de chêne. Elle hyperventilait, pointant son doigt tremblant vers la table de la défense. Elle voulait du sang. Elle voulait que la fausse réalité qu'elle avait construite tienne encore juste 5 minutes. Je l'ai ignorée complètement. Ma main balafrée a plongé dans les plis épais de la toile tactique de la veste, reposant sur la rambarde. Mes doigts ont frôlé le tissu rugueux, et ont trouvé ce que je cherchais. Je l'ai sorti. Un simple morceau de papier carbone jaune, plié en 4 de façon serrée et parfaite. Le silence s'est fait dans la pièce, alors que je pinçais les bords pour le déplier lentement. Le papier rigide et net a crépité. Un son sec et tranchant, qui a coupé court à la respiration frénétique et saccadée d'Evelyn. J'ai aplati les plis, contre la rambarde en bois de la barre des témoins. Je n'ai pas regardé ma demi-sœur. J'ai regardé droit vers le banc, droit sur Arthur. Hôpital général du comté de San Diego, ai-je lu. Ma voix était un bourdonnement mécanique et plat. Reçu de la chaîne de possession des preuves. Document numéro 409. Arthur a cessé de respirer. Les couleurs ont quitté son visage, donnant à sa peau l'aspect de cendre mouillée. Article 1, couteau pliant, lame de 4 pouces, manche tactique. J'ai levé les yeux, croisant le regard de l'inspecteur Grimm. Le flic véreux avait l'air de venir de se prendre une balle dans l'estomac. Récupéré directement de la poche intérieure de la veste du patient Julian Sterling à 23h40. Entièrement couvert du sang de la victime. J'ai fait glisser le papier jaune vers l'avant. Il s'est posé juste sur le bord du bois. Une enseigne lumineuse clignotante, annonçant leur destruction. Je l'ai sorti de son manteau moi-même, ai-je dit. Je l'ai mis sous sac scellé. J'ai signé le formulaire d'admission. Je l'ai tamponné. Et je l'ai enfermé dans un coffre-fort à stupéfiants en acier, à verrouillage biométrique, dans la salle de traumatologie 3. La bouche d'Evelyn s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Ses genoux ont littéralement flanché. Elle a percuté le bord de la table de l'accusation, pour se maintenir debout. Il est là-bas, dans le noir en ce moment même, leur ai-je dit, abaissant ma voix à un murmure glacial. Bien à l'abri, et en sécurité. Il attend juste que le FBI vienne découper la serrure. L'illusion s'est brisée. Tout le système truqué s'est effondré, en l'espace de quelques secondes. Grimm a fait un grand pas en arrière, désespéré. Ses lourdes chaussures en cuir ont grincé bruyamment, contre le parquet. Il s'est cogné violemment contre une chaise, la renversant dans un fracas. Il savait exactement ce que signifiait la falsification d'une scène de crime majeur. Il risquait une décennie dans un pénitencier fédéral. Au premier rang du public, Richard Sterling a bondi de son siège. Le visage du milliardaire était déformé par une panique absolue. Ses mains étaient serrées en poing. Il avait construit tout son empire immobilier en achetant des faveurs locales. Il avait acheté Grimm. Il avait acheté Evelyn. Il avait financé la réélection d'Arthur. Mais tout l'argent sale de ses comptes offshore ne pouvait pas pirater le coffre-fort biométrique d'un hôpital. Et il ne pouvait certainement pas acheter le gouvernement fédéral. Sterling a tourné les talons. Il s'est frayé un chemin à travers les portes battantes en bois. Il abandonnait la fausse défense de son fils. Il abandonnait la famille Vance.
Il courait appeler ses avocats de gestion de crise. Puis, la vraie trahison a commencé. La loi du chacun pour soi. Le général Ossorne n'a pas dit un seul mot. Il restait juste là, ses bras massifs croisés sur sa poitrine, fixant droit devant lui le banc du juge. Son silence était plus lourd que n'importe quelle menace physique. C'était un bourreau, attendant que la trappe s'ouvre. Arthur Vance sentait le poids de ce regard. Le juge arrogant, intouchable, était pris au piège. Une grosse goutte de sueur a roulé sur son menton, et a frappé le bureau en acajou, avec un claquement humide. Il a regardé le papier jaune. Il a regardé les 4 étoiles de métal, sur l'épaule d'Ossorne. Puis, il a baissé les yeux vers sa fille chérie. Quand la survie d'un narcissique est en jeu, la loyauté n'existe plus. Arthur a saisi son marteau en bois, d'une main tremblante et moite. Il n'a pas regardé Evelyne avec l'amour d'un père. Il l'a regardée comme un boulet. Un morceau de viande avariée, dont il devait se débarrasser immédiatement, pour sauver sa propre pension fédérale, et sa propre liberté. Bang. Bang. Le marteau a frappé le bois. Les coups étaient frénétiques, et faibles. La cour, a balbutié Arthur, sa voix déraillant violemment. Il s'est éclairci la gorge désespérément, essayant de projeter son autorité retentissante habituelle. Cette cour a une tolérance zéro pour la falsification de preuves. Inspecteur Grimm, vous êtes suspendu immédiatement, dans l'attente d'une enquête complète des affaires internes. Grimm a dévisagé le juge, la mâchoire serrée, avec une haine pure et non filtrée. De plus, s'est empressé d'ajouter Arthur, refusant complètement de croiser les yeux terrifiés de sa fille. Compte tenu des graves implications de la faute professionnelle de la poursuite, j'ordonne une enquête immédiate sur les actions de la procureure adjointe Evelyne Vance. Papa, a hurlé Evelyne, la voix brisée. Elle a agrippé le bord de la table. Ses jointures devenant blanches comme un os. Papa, qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas me faire ça. Dis-leur. Arthur l'a ignoré. Il a regardé au-delà de son enfant préféré, la traitant comme si elle n'existait même pas. Il a regardé Ossorne en silence. Suppliant le général d'avoir pitié. Toutes les charges contre Elias Thorne sont par la présente rejetées avec préjudice. Arthur a pratiquement hurlé les mots, qui se bousculaient les uns les autres. L'accusé est disculpé. La séance est levée. Il a abattu le marteau une dernière fois. Le son était creux. Pathétique. La salle a explosé dans le chaos. Les journalistes ont enjambé les bancs, se ruant vers les portes du couloir. L'huissier, bougeant comme s'il marchait sur du verre brisé, s'est lentement dirigé vers la table de la défense. Il a tiré une petite clé argentée, de son ceinturon en cuir noir. Clac clac. Les lourdes menottes en acier se sont ouvertes. Elias s'est frotté les poignets à vif, en sang. Il s'est levé, dominant la pièce de toute sa hauteur. Un homme libre. Il m'a regardé, et a hoché la tête une seule fois, lentement. C'était tout le remerciement qu'un rangé avait besoin de donner. Je me suis détourné de la barre des témoins. J'ai commencé à descendre l'allée centrale. Prête à laisser la puanteur de cette famille, derrière moi pour toujours. Nicole, attends. Je me suis arrêté. Arthur est descendu en toute hâte de son auban. Sa robe noire de juge s'est emmêlée dans ses jambes. Il s'est précipité dans les escaliers de bois, et s'est planté juste sur mon chemin. Il respirait fort. Son visage était luisant de sueur huileuse. Le masque faux et arrogant avait complètement disparu. Remplacé par le visage désespéré, et pathétique, d'un lâche. Qui réalisait qu'il venait de miser sa vie, sur le mauvais cheval. Nicole, écoute-moi, a supplié Arthur. Sa voix est tombée à un murmure frénétique, et d'une douceur écœurante. Il a tendu les mains, paumes vers le haut, essayant d'avoir l'air inoffensif. Je ne savais pas. Tu dois me croire. Je n'avais aucune idée de ce qu'Evelyne faisait dans mon dos. On m'a menti. Nous sommes une famille, Nicole. Tu comprends, n'est-ce pas? La famille doit rester soudée. Il a tendu le bras pour me toucher l'épaule. Je n'ai pas bronché. J'ai simplement fait un pas en arrière. Lent et délibéré. Mes yeux étaient vides, sans émotion. J'ai regardé ses mains tremblantes, puis j'ai levé les yeux vers son visage transpirant. Je n'ai pas crié. Je n'en avais pas besoin.
Le pardon ne veut pas dire accès, ai-je dit. Ma voix était un râle sec et caverneux. Et tu n'es pas mon père. Je n'ai pas attendu sa réaction. J'ai tourné les talons. Mes bottes de combat ont frappé le sol, selon un rythme lourd et régulier. J'ai marché droit devant le juge tremblant. Droit devant ma demi-sœur qui sanglotait. Et je me suis dirigé droit vers les portes en chaîne ouvertes. Les lourdes portes de la salle 7B se sont refermées derrière moi. Le bois épais a complètement étouffé les cris frénétiques et pathétiques d'Arthur Vance. Et les sanglots frénétiques de ma demi-sœur. Le couloir du palais de justice était silencieux comme une tombe. Sol en marbre froid. Néon blafard. Et un homme, attendant près des ascenseurs. Le général Marcus Osorn se tenait là, les mains posées tranquillement sur sa ceinture tactique. Il ne m'a pas offert de faux sourires civils. Il ne m'a pas sorti de platitudes vides, pour me dire à quel point il était désolé, que ma famille se soit révélée être une meute de menteurs toxiques. Les soldats ne font pas ça. Alors que je m'approchais de lui, il a fait un pas en avant, réduisant la distance. Il a plongé une main massive, dans la poche poitrine de son uniforme de combat. Il a ressorti son poing, et a pressé quelque chose de dur, rond et lourd, directement au centre de ma paume droite. Ses doigts épais ont refermé ma main dessus. Je n'avais pas besoin d'ouvrir le poing pour savoir ce que c'était. Je pouvais sentir le poids solide, et glacial, du laiton massif. Je pouvais sentir les crêtes en relief de l'écusson en émail, s'enfoncer rudement dans ma peau. Un challenge coin de commandant. Pièce de défi, jeton d'honneur militaire. La marque ultime, et silencieuse, de respect absolu dans les forces armées. On ne peut pas l'acheter. On ne peut pas l'obtenir par des manœuvres politiques. On le gagne, en saignant dans la boue. Osorn m'a regardé. Il m'a adressé un signe de tête sec, unique. Une transaction silencieuse de respect mutuel. Entre deux personnes, qui savaient exactement à quoi ressemblait le prix de la survie. Il n'a pas dit un mot. Il a simplement tourné les talons. Ses lourdes bottes de combat résonnant dans le long couloir. Ramenant sa tempête protectrice, vers Washington. Je suis resté seul dans le couloir silencieux. J'ai ouvert ma main. Le métal terne, or et noir, reposait sur ma paume balafrée. Je l'ai regardé pendant une longue seconde. Puis, je l'ai fourré profondément dans ma poche avant. J'ai repris ma lourde veste en toile tactique sur mon bras. Je ne cachais plus ma peau. Je n'avais pas honte de ces greffes de brûlures moches et tordues, qui couraient le long de mon bras. Ni des profonds cratères de balles, enfoncés dans mon épaule. J'avais passé 32 ans à laisser ma famille arrogante me convaincre, que ces cicatrices me rendaient défectueuse. Ils avaient tort. Ces cicatrices étaient les reçus physiques, pour chaque vie que mon unité avait sauvée. J'ai balancé la lourde toile sur mes épaules. J'ai glissé mes bras dans les manches, et j'ai resserré le col. J'ai levé la main, et j'ai tapoté 2 doigts contre l'écusson Velcro Valkyrie 9, sur mon épaule droite. Une fois. Une habitude solide, pour me recentrer. J'ai marché vers l'entrée principale du palais de justice. J'ai poussé des 2 mains, les lourdes portes vitrées, et je les ai grandes ouvertes. Le changement a été violent. L'odeur rance et étouffante de vernis au citron. De l'argent des héritiers. Et des secrets de famille toxiques. C'est instantanément envolé. La lumière vive et crue du soleil de San Diego m'a frappé au visage. Il faisait chaud. C'était réel. L'air avait un lourd goût de sel venu de l'océan Pacifique. Mêlé aux âcres gaz d'échappement, de la circulation en ville. J'ai fermé les yeux. J'ai pris une lente et profonde inspiration. Attirant l'air de l'océan, jusqu'au fond de mes poumons. Ma poitrine semblait complètement évidée. Légère. Le poids écrasant, et suffocant, que j'avais porté toute ma vie. Avait tout simplement disparu. Il n'y a pas eu de réconciliation familiale magique. Il n'y a pas eu de câlin en larmes avec mon beau-père. Il n'y en avait pas besoin. Parfois, la seule façon de guérir une maladie, c'est l'ablation chirurgicale et nette des tissus pourris. Je les ai coupés de ma vie. Et, finalement, j'ai survécu. Des bruits de pas lourds ont résonné sur les marches en béton, juste derrière moi. Scuff, scuff. Elias Thorne a poussé les portes vitrées. Il n'a pas marché un pas derrière moi, comme un subordonné.
Il ne s'est pas placé devant moi, comme un protecteur envahissant. Il s'est arrêté juste à côté de moi. Épaule contre épaule. D'égal à égal. Il avait l'air épuisé. Les profonds hématomes violets sur sa mâchoire gonflaient rapidement. Ses poignets étaient entourés d'anneaux à vif et en sang, causés par les fers rouillés de la police. Mais sa posture était parfaitement droite. Il a baissé les yeux vers mon bras gauche. Il a vu le violent réseau de cicatrices, exposé là où ma manche était retroussée. Il n'y avait zéro pitié dans ses yeux. Aucun choc. Seulement la même compréhension silencieuse qu'il m'avait accordée, dans cette salle d'hôpital stérile, 8 mois plus tôt. Il n'a pas promis de me rendre l'appareil. Il n'a pas fait de longs discours émouvants. La garde commence dans 2 heures, Doc, a grogné Elias. Sa voix était rugueuse, sèche comme du papier de verre. Je l'ai regardé. Je lui ai adressé un lent hochement de tête. Au travail, rangé. Nous avons descendu les larges marches en béton, ensemble. Nous éloignant du palais de justice. Nous dirigeant vers l'hôpital. Retournant, au seul endroit de la ville qui comptait vraiment, la salle de traumatologie. L'endroit où je n'étais pas un souffre-douleur. Où je n'étais pas une déception. Où j'étais la personne qui se tenait, entre la faucheuse et les mourants. J'ai appris une leçon dure et laide, aujourd'hui. Vous ne pouvez pas choisir la lignée dans laquelle vous naissez. Vous ne pouvez pas forcer des gens toxiques et narcissiques à se réveiller soudainement, à vous regarder, et à reconnaître votre vraie valeur. Vous vous saignerez à blanc, à essayer de tirer de l'eau d'une pierre. La vraie famille n'est pas inscrite sur un certificat de naissance. Ce n'est pas une obligation légale. La famille que l'on choisit. Ce sont les personnes qui se tiennent épaule contre épaule avec vous, dans l'obscurité absolue. Celles qui prennent les coups pour vous, quand le reste du monde vous tourne le dos. Celles qui regardent vos cicatrices les plus profondes et les plus moches, et qui voient une survivante. Pas une victime. Écoutez-moi. Si vous écoutez ceci en ce moment. Et que vous savez exactement ce que ça fait, de se tenir complètement seul. Contre les personnes qui étaient censées vous protéger. Si vous avez déjà eu à construire un mur d'acier, et à fixer une limite stricte. Juste pour pouvoir continuer à respirer. Je veux que vous vous teniez avec moi, en ce moment même. Laissez un commentaire ci-dessous, et tapez « Je choisis ma propre famille ». Partagez votre histoire. Parlez-moi du moment où vous avez enfin arrêté d'essayer de leur plaire. Et où vous avez tourné le dos à la toxicité. Appuyez sur le bouton « J'aime » pour montrer que vous avez survécu. Et abonnez-vous à la chaîne, pour que nous continuions à faire grandir cette unité. Vous n'êtes pas brisé. Votre force est infiniment plus grande que les mensonges qu'ils vous ont racontés. Continuez à vous battre.